on peut être performant en se respectant soi, en respectant les autres. C'est-à-dire on travaille sérieusement, sans se cramer, on est bon dans ce qu'on fait, on respecte ses collaborateurs, etc. Bah oui, 1000 fois. Mais dès que la recherche de performance en fait se fait au détriment de notre santé physique et mentale et au détriment de celle des autres, là par contre, c'est pas bon, mauvaise direction. Performance, c'est un roman sur le thème du culte du dépassement de soi. En fait, c'est une critique du toujours plus loin, toujours plus fort, toujours mieux, que ce soit dans la sphère professionnelle ou sportive. Et l'histoire se passe en 2048 dans une société où chaque citoyen peut s'élever dans la hiérarchie, non plus seulement grâce à son travail, mais également à travers ses performances sportives. Donc on fait un marathon, on gagne des points. Si on arrive bien classé, on gagne encore plus de points. Une compétition d'échecs, on va gagner des points. Un triathlon, une compétition de musculation, etc., on va gagner des points. Et ces points vont être crédités en fait sur un quotient, et ça va nous permettre en fait de monter dans la hiérarchie sociale, aux gens de monter dans la hiérarchie sociale. Donc il n'y a plus en fait de moments oisifs, de moments de détente. En fait, chaque instant de l'existence doit être mis à profit pour à minima maintenir sa place sur l'échiquier social ou dans l'idéal grimper les échelons. Et donc dans cette société, on suit la trajectoire de deux personnages. Le premier s'appelle Thomas Durand. C'est un jeune consultant tchatcheur, gouailleur, un peu arrogant et plein d'ambition. Et lui, son rêve, c'est de rejoindre le segment en fait des performances, des segments qui contient les citoyens les mieux placés. Et donc, pour ça, il a pour ambition de monter sa start-up, et il enchaîne les marathons. En fait, c'est un féru de course à pied. Malheureusement pour lui, ça ne va pas se passer comme prévu. Son corps va commencer à lui envoyer des signes de fatigue, de faiblesse, parce qu'il tartine plus que de raison, et des signes qu'il ne va pas écouter. Donc, ça ne va pas très bien se passer pour lui. Et dans le même temps, on suit la trajectoire d'Helena Sachs, qui est une ancienne enseignante de philosophie, une artiste montréalaise. Et en fait, elle, suite au départ de son conjoint, elle voit des vieux démons, des vieux traumas du passé ressurgir. Et en fait, Performance, c'est la rencontre de deux visions du monde. L'une qui est portée par Thomas Durand, qui est une vision qui est pervertie par l'idéologie capitaliste, libérale, et l'autre qui est portée par un humanisme qu'on voit de moins en moins, qui est en voie de disparition, portée par Helena Sachs. Comment t'es venue cette idée ? Eh bien, très bonne question. En fait, ça vient de mon histoire personnelle. Il y a une époque où je faisais beaucoup de sport, comme Thomas Durand. Quelle coïncidence, quel hasard. Je faisais beaucoup de musculation, beaucoup de courses à pied. Je mangeais pas beaucoup parce que j'avais l'idéal du corps sec, musclé, etc. Et donc, je suis tombé en surentraînement. J'ai fait un malaise, en fait, pendant une session de course à pied, en fait, un jour. Et prise de sang, j'ai fait, il y a eu un effet boule de neige. En fait, mon corps m'a envoyé plusieurs signaux que j'ai pas écoutés, et en fait ça s'est aggravé. J'étais fatigué physiquement de par ma pratique sportive, et ça s'est répercuté en fait au travail, dans la sphère professionnelle, où j'étais en fatigue chronique, j'avais du mal à me concentrer, etc. Donc j'ai été stressé parce que j'arrivais pas à mener à bien les missions qui m'étaient confiées, et à un moment donné j'ai craqué, je me suis effondré, et j'ai été contraint de rentrer en France, parce qu'à l'époque, en fait, j'habitais à Montréal. Pourquoi être passé par de la fiction et pas plutôt avoir préféré raconter vraiment ton histoire, en fait ? Ouais, parce que je pense que la fiction, ça permet déjà de mettre une distance, de se protéger. C'était une période où j'étais vraiment complètement effondré, en fait, physiquement et psychiquement, et j'avais pas envie de raconter mon histoire en fait telle quelle. J'avais envie de mettre en jeu mes affects, en fait, ma douleur, mon effondrement intérieur. Mais je trouvais ça plus intéressant de le faire via la fiction, parce que ça permettait de mettre une distance avec mon histoire personnelle. Et donc, pour écrire, ça impliquait d'avoir déjà une certaine prise de recul par rapport aux événements et par rapport à la chaîne causale qui m'avait conduit jusque-là. Donc, première raison. Et deuxième raison, je trouve qu'en fiction, et a fortiori en science-fiction, on peut s'éclater davantage, en fait. On peut pousser les curseurs encore plus loin, et on peut vraiment créer un univers dans lequel nos personnages font encore pire que ce qui se fait dans nos sociétés actuellement.
trouvais ça intéressant justement de pousser les curseurs, mais de pas les pousser trop loin, pour que justement les lectrices, les lecteurs se disent mince, c'est ultra dérangeant, et en même temps, c'est pas hyper loin de ce qu'on vit actuellement. Et donc, par exemple, dans Performant, le dopage en fait est légalisé, il est généralisé. Les athlètes et citoyens ont recours à des implants pour améliorer leur performance cognitive, des exoprothèses pour améliorer leur performance physique. Et en fait, par rapport à la légalisation du dopage, ça va avoir lieu en fait aux États-Unis. Il y a une compétition qui débarque en 2026. J'ai avalé le nom, mais c'est les Augmented Games ou quelque chose comme ça. C'est des jeux augmentés en fait où le dopage est légalisé. Et donc ça arrive en 2026 à Las Vegas aux États-Unis. Donc c'est des Jeux Olympiques en fait où le but c'est de battre des records. La santé des athlètes, on s'en fiche. Et donc dopage généralisé. Et on y est déjà quoi. On y est déjà en 2026. Alors que le roman se passe en 2048. Et il se passe quoi pour les gens qui sont pas performants ou qui sont plus performants? Est-ce qu'on est un peu comme dans Marche ou Crève? Eh ben, les gens qui sont plus performants, leur quotient général en fait se casse la figure. Ils sont déclassés socialement et donc c'est plus difficile pour eux d'accéder à la médecine, aux prêts bancaires, de trouver un travail. Ils peuvent perdre leur logement, etc. Donc ils perdent en fait tout un tas d'avantages sociaux qui réduit leur champ d'existence progressivement. Le féminisme poussé à outrance. Et ça, je trouve ça vachement intéressant. Est-ce que tu peux en parler un petit peu de ce que tu développes dans ton roman autour de ça? Oui, complètement. Quand j'ai commencé l'écriture en fait, de Performance, c'était en période post-MeToo. J'ai commencé l'écriture en 2018 et donc on entendait justement le féminisme montait en puissance. Et déjà en 2019-2020, donc j'étais toujours en train d'écrire Performant. Il commençait à émerger sur les réseaux, dans les médias, etc., des discours qui, à mon sens, étaient contre-productifs, car ils éloignaient en fait les hommes des femmes, plutôt que de permettre davantage de liens, en fait, une vie ensemble, des relations en fait plus apaisées. Et quand j'ai commencé à écrire Performant, je m'étais vraiment focalisé sur cette idée de culte du dépassement de soi. Et en relisant mon texte, je me suis dit, mais mince, il manque quelque chose en fait. Il manque un fond social, sociétal. Et un jour, en fait, j'ai eu un déclic, mais c'est ça, en fait. Dans Performant, le féminisme n'aura plus de féminisme que le nom. En fait, ce sera un anti-humanisme parce qu'il aura complètement séparé les hommes des femmes et aura rendu leur vie ensemble, commune, impossible. Et donc, dans Performant, j'invente une 4e vague de féminisme qui est le féminisme technologique, en fait, le technoféminisme. Et donc, les femmes peuvent accoucher, avoir recours à des utérus artificiels, à la parthénogenèse aussi, qui est un clonage reproductif. Donc, elles n'ont même plus besoin des hommes. En fait, les hommes peuvent être évincés du domaine reproductif. Et aussi avoir accès à des robots sexuels, en fait. Donc, vraiment, la technologie éloigne les individus. Toutes les idées que je développe sont articulées autour de son travail. Et en fait, ce monsieur s'appelle Olivier Lafay. C'est un philosophe français qui s'est fait connaître en fait grâce à sa méthode de musculation. J'ai amené un exemplaire. Donc, méthode de musculation, 110 exercices sans matériel. C'est un livre qui s'est énormément vendu en fait et qui l'a fait connaître. Et la particularité, on voit pas le lien encore pour l'instant en musculation, science-fiction, mais ça va venir. Ça va venir. Et en fait, il a créé une méthode de musculation qui est aux antipodes en fait du no pain, no gain. Pas de douleur, pas de résultat. En fait, c'est la manière dont on envisage le fitness outre-Atlantique, notamment aux États-Unis. Ils sont friands de cette logique. Donc, pour se développer physiquement ou pour réussir, quel que soit le domaine, en fait, faut y aller, faut forcer, faut se faire mal, en fait, etc. Et Olivier Lafay, son propos, c'était de dire, non, en fait, on peut se développer en se respectant soi, en respectant les autres, et en fait, en étant à l'écoute et en répondant à nos besoins humains. Et donc, il a écrit plusieurs ouvrages après celui-ci, dans lequel il parle des effets du stress sur la santé, où il critique justement cette société de la performance, ce culte de la performance. Il explique d'où ça vient à l'échelle sociale et également dans notre éducation, quels sont les éléments qui font qu'on a du mal à s'écouter,
à mettre des limites dans notre pratique et que finalement, on est souvent à côté de nous-mêmes. En fait, on est en dehors de notre zone de confort. Et donc, c'est une personne qui a produit une œuvre considérable et qui m'a beaucoup inspiré pour le développement de performance. On a aussi énormément de références musicales, donc une autre forme d'art. C'est quoi la place de la musique dans ta vie et je sais pas, est-ce que tu écris en musique ou Ben, ouais, il y a pas mal de références musicales, comme tu dis, et notamment dans les scènes de course à pied, en fait. Thomas Durand écoute beaucoup de musique. Et quand je courais, quand je faisais des semi-marathons, des marathons, j'écoutais aussi énormément de musique. Et il y avait un côté un peu dopant, en fait. C'était la musique pour se booster, la musique pour se dissocier. Donc, on met un gros beat électro, en fait, dans les oreilles. Et on se prend pour Dieu, en fait. Et puis, on peut tartiner comme ça sur le bitume et se dépasser. Et donc, j'ai voulu restituer cette ambiance justement dans le roman. Je trouve que certains types de musique, justement, ça exacerbe l'ego. On est vraiment dans le haut du corps, dans la poitrine, on est dans le moi-je, en fait, et on est complètement déconnecté de ces sensations. Et du coup, ça nous permet de cravacher. Donc, premier élément, et tu me parlais aussi de la musique pendant l'écriture. J'écris en musique parfois, notamment quand je souhaite me plonger dans certaines ambiances, certaines atmosphères. Je choisis des musiques qui permettent justement de créer cette atmosphère et du coup avoir une écriture plus juste. Pour le démarrage du livre, c'était ton corps finalement qui t'a envoyé plusieurs petits signes, gros signaux, et puis à un moment ça lâche, et là on en prend conscience. Mais pourquoi on n'écoute pas ? Et c'est très humain comme truc, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés par ça. On a tous, d'une manière ou d'une autre, des petits signes par-ci par-là, et on les écoute pas. Pourquoi on les écoute pas ? Je pense qu'on les écoute pas parce qu'on n'a pas appris à les écouter quand on était enfant. Des fois, on a des petits bobos, on est triste, etc. On nous dit « Ah, c'est rien, ça va aller, etc. » Donc, notre boussole interne, elle est un petit peu déréglée. On ne sait pas les accueillir, en fait, ces signaux. Et je pense qu'on se dit aussi ça va aller, en fait. C'est rien, ça va passer. Je dis une bêtise, mais on va prendre des vitamines, on va faire de la méditation, du yoga, etc. On dit ça va suffire pour me requinquer, pour regagner en énergie, en fait. Mais pas du tout, parce que c'est juste des pansements, en fait, sur une énorme voie d'eau. Il y a un trou dans la coque du navire et on pense qu'on va pouvoir s'en sortir en écopant avec un petit seau. La couverture est super belle, voilà. Comme je l'ai dit, j'ai dédicacé à côté de toi, donc alors tu as des marque-pages, voilà, il y a des petites cartes professionnelles, etc. Et tu es en auto-édition. Alors, est-ce que tu fais tout seul ? Est-ce que tu es aidé par des personnes, etc. Mais en tout cas, je trouve, comme quand tu vas chercher le client, le lecteur, c'est pareil, tout autour de toi, c'est vraiment, pour un premier roman, moi j'ai été vraiment impressionnée. Donc voilà, parce que tu fais tout seul, t'es aidé. Pour le côté, merci déjà Jessica, c'est gentil. Pour le côté graphique, alors tu mentionnais les marque-pages, cartes de visite, la couverture, la maquette intérieure. Ouais, j'ai tout fait moi-même. J'avais le temps, la latitude de le faire en fait, donc puis ça me plaisait, donc je l'ai complètement investi. Donc oui, je suis complètement autonome là-dessus. Après, pour ce qui est du livre, je me suis fait aider, notamment dans le travail d'écriture, dans le processus. À un moment donné, j'ai fait appel à une entreprise, en fait, un cabinet de conseil littéraire qui proposait des services éditoriaux pour m'aider en fait à prendre du recul sur le texte et puis à l'améliorer. Donc, ça s'appelle le Pigeon Décoiffé. Ils sont basés au Québec. Et j'ai également fait appel à une correctrice professionnelle, Sarah Croci, que tu connais, il me semble, Jess. Qui est très très bien, parce qu'elle corrige aussi mes livres. Ah ouais, elle corrige les tiens aussi. Ouais. Et ouais, elle est très chouette et elle travaille beaucoup avec les auteurs-autrices indépendants. Ouais, elle est autrice aussi, donc j'ai fait appel à ses services. Qu'est-ce qui va nous pondre ensuite ? D'où ma question, est-ce qu'il y a un deuxième roman dans les tiroirs ? Alors, c'est pas un roman, c'est un recueil de nouvelles qui se passe dans le même univers que Performant. Et je vais aborder, étirer en fait des sujets qui sont présents dans le roman en fait en filigrane, notamment l'utérus artificiel, la parthénogenèse, l'hybridation homme-animal, donc plein de thèmes en fait que je vais aborder et approfondir en fait dans ce recueil. Donc, on va retrouver ce cher Thomas Durand aussi qui va continuer sa prise de recul. Et ça va former une fresque en fait autour du roman.
Tu dirais quoi ce soir à une personne qui cherche à être le ou la meilleure? Je dirais qu'à chercher, je pense que c'est bien d'avoir des exigences, de faire un bon travail, d'être satisfait de soi, enfin de vouloir être bon dans son domaine. Je pense que c'est sain et constructeur. Et à vouloir être le ou la meilleure, je pense qu'on peut finir par se perdre, en fait. Parce qu'il y a la notion de compétition, en fait, qui entre en jeu. On risque de vouloir évincer, écraser les autres, et on va nécessairement manquer de justesse et se perdre dans le processus. Donc plutôt que de vouloir être le meilleur, je pense que déjà être bon, être satisfait de ce qu'on fait, c'est déjà très très bien. Si ton corps avait pas lâché, t'aurais jamais écrit ce livre? Tu serais toujours le même qu'il y a quelques années? Ouais, j'aurais pas écrit performant et j'aurais été en fait dans la même logique. En fait, ma vision du monde serait restée inchangée. Et ouais, mon effondrement, ce burn-out, ça a été l'effraction du réel en fait. C'est la réalité qui se manifeste, qu'on se prend dans la tête là comme un mur et qui nous dit, mais en fait, il y a quelque chose que t'as pas compris. En fait, le monde ne fonctionne pas comme ça, les êtres humains ne fonctionnent pas comme ça. Tu as violé des règles biologiques et en fait, la nature te rappelle à l'ordre. Et donc, ouais, si je m'étais pas effondré, ouais, non, genre, comme tu dis, je serais resté le même, avec la même vision du monde. Il y a une touche de développement personnel dans ce livre. Mais je vais encore reprendre l'expression d'Olivier Lafay. Alors, ce serait pas du développement personnel, mais ce serait du développement relationnel, en fait. C'est pas du développement personnel à l'américaine, devenez une meilleure version de vous-même, etc. Ça, c'est justement ce qui est critiqué dans le livre, mais c'est du développement humain, en fait. Comment accéder à son humanité, à son histoire, à son vécu, et arriver à devenir soi.